Deux candidats sont déjà passés, hein, vous connaissez l'exercice, et donc bonsoir à tous ceux qui sont présents à distance, et puis par anticipation, on dit bonsoir ou bonjour à tous ceux qui regarderont ça en différé par la suite sur la chaîne YouTube. Donc on essaye de communiquer à chaque fois, mais vous avez l'ensemble des corrections qui ont été faites par le passé, qui sont déjà disponibles. Donc pour ceux qui voudraient le lien et qui ne l'ont pas reçu, n'hésitez pas à m'écrire. On va commencer par la correction du premier sujet sur les articles 4 et 5 du Code civil, sujet qui a été donné par le professeur Bernard Hafted, et je lui laisse immédiatement la parole. Merci beaucoup, Mustapha. Alors, je m'adresse d'abord à M. Hidin. Je vais d'abord vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de votre prestation, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, je vais donner quelques éléments de ce que je pense qu'on aurait pu faire d'un petit peu différent, mais il y avait beaucoup de choses qu'on avait en commun, je vous rassure. Alors, d'abord, sur la forme, sur l'aspect vraiment formel, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Vous avez vraiment tenu une demi-heure. Enfin, j'ai pas lancé mon chronomètre, mais j'avais ma montre au poignet. Vous avez vraiment tenu une demi-heure. De ce que j'ai pu juger, vous avez fait une intro, la durée habituellement attendue, un grand 1 identique, des parties extrêmes un peu plus courtes, des parties centrales un peu plus longues. Donc, j'ai pas de grief à cet égard. C'était bien. Vous avez une voix très posée, c'est très agréable de vous écouter, vous parliez à un bon rythme, c'était ni trop rapide ni trop lent, vous parliez avec autorité, c'était clair, on comprenait bien ce que vous disiez. Peut-être que sur certains moments, vous auriez pu être un petit peu plus investi dans le fond, c'est-à-dire avoir plus de mouvements de main, un peu plus vivant, mais c'était pas du tout non plus, vous n'étiez pas du tout plat ou ennuyant, c'est juste que vous pourriez peut-être un petit peu en faire un petit peu plus, voilà. Bon respect du timing, et toujours un petit peu à la limite de la forme et du fond. Ce que j'ai trouvé très bien aussi, c'est que vous avez bien fait ce qu'on conseille généralement, c'est-à-dire que vous êtes assez bien allé contre la pente du sujet. On dit généralement qu'il faut aller contre la pente naturelle du sujet, donc si on a un sujet très théorique, ce qui était plutôt votre cas, il faut essayer de le rendre technique en parlant de choses concrètes, notamment par exemple quand vous avez parlé des sanctions, des enjeux, des arrêts de règlement, etc. C'était plutôt bien fait. À l'inverse, vous, par exemple, vous aviez un sujet plutôt technique et il fallait peut-être aller dans le compte à mais ça, je te laisserai expliquer. Sur le fond, alors l'introduction, elle était bien. Vous avez dit plein de choses très intéressantes et des très jolies formules. J'ai juste une toute petite réserve que vous pouvez peut-être deviner, c'est qu'elle ressemble beaucoup à un article de l'Hérémie Chabot que vous avez lu. Un peu trop. Disons que il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur les articles 14 et 5, mais il y a surtout cet article de Rémi Chabot que vous avez tout à fait raison d'aller lire, qui est très intéressant, qui est extrêmement bien écrit, comme tout ce que fait Rémi Chabot en source. Il y a énormément de formules que vous avez reprises. Alors, mon conseil, c'est pas du tout de ne pas vous inspirer de ce que vous lisez, c'est utile, vous avez 8 heures, forcément vous vous inspirez de ce que vous allez lire, mais c'est soit d'essayer de le gommer un petit peu, que ce soit moins évident que ça, soit de citer, tout simplement. Quand vous reprenez des formules choc, j'en ai un passé à un avenir, mais paradoxalement pas d'actualité, c'est exactement ce qu'il dit. Vous pouvez le citer, mais citez quand vous le prenez, parce que sinon, c'est un petit peu déroutant. Sinon, j'ai pas grand-chose à redire sur votre introduction, qui était plutôt bien. Sur le contenu, alors, encore une fois, c'est vraiment bien. Vous avez commenté les articles, vous avez pris soin de vous attacher aux termes utilisés par les articles 4 et 5, pardon. 15, j'ai une déformation. Les articles 4 et 5. Vous avez dit toutes sortes de choses intéressantes. Vous avez parlé de l'actualité à de nombreux égards, de l'actualité de ces articles qui pourtant n'en ont pas, mais en fait quand même si un petit peu, notamment autour de la thématique de l'arrêt de règlement et des débordements, en tout cas des nouveautés qu'on peut trouver dans la normativité de la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc tout ça, c'était très bien. Disons que là où je suis un petit peu moins convaincu, c'est vous avez fait une introduction en reprenant beaucoup de Rémi Chabot, où vous avez traité les articles 4 et 5 ensemble. Et je vous les ai donnés ensemble. Il faut toujours se demander, alors pour tout sujet, il faut toujours vous demander évidemment pourquoi on m'a donné ce sujet-là. Mais parfois, la réponse est relativement simple. Si on vous donne un arrêt en droit des obligations, vraisemblablement, vous traitiez la question du droit des obligations. Quand on vous donne deux textes différents, il y a une idée derrière. Ce qu'on veut, c'est pas juste que vous traitiez du premier texte et du deuxième texte, c'est que vous en traitiez ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique quand on les met ensemble? Et cette question-là, vous l'avez envisagée en introduction,
mais après, elle a quasiment totalement disparu. Et j'allais dire, elle a presque forcément totalement disparu, parce que votre plan conduisait à traiter l'article 4 en grand 1, l'article 5 en grand 2. Alors, de manière habile, c'est pas comme ça que vous l'avez dit, vous avez habillé ça, c'était l'obligation de juger le devoir de juger l'interdiction de légiférer, ce qui évidemment est mieux de dire article 4 et article 5, mais on y arrivait quand même. Alors, je vous comprends, c'était pas facile de trouver un plan, moi aussi, après vous avoir donné le sujet, je me suis dit que j'aurais pas dû vous donner ça, et j'ai du mal à trouver un plan, je vais vous en proposer un autre qui vaut ce qu'il vaut, hein. Il n'y a pas de perfection, mais en tout cas, je pense que de manière générale, et aussi dans ce sujet-là, il fallait essayer, autant que faire se peut, de ne pas traiter un premier article grand 1, deuxième article grand 2. Je pense que quand on a un commentaire comparé à l'article, c'est généralement une bonne idée d'essayer de ne pas faire ça. Alors, sur le contenu, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a des choses à la fin que vous avez dites qui m'ont un petit peu étonné, mais pour ne pas perdre de temps, je vous en parlerai aussi, si ça vous va, je vous en parlerai après, parce que voilà, ça n'a pas un grand intérêt à ce stade. Sinon, voilà, sur le fond, vous avez dit la plupart des choses qu'on pouvait attendre. De toute façon, il y avait énormément de choses à dire, hein, sur un sujet aussi large. Vous avez dit la plupart des choses, vous êtes parti, vous avez évoqué la motivation enrichie, vous avez évoqué la réforme de la Cour de cassation, les audits d'État, les avis, la justice prédictive. Enfin, il y avait plein de bonnes idées pour caler ce sujet dans l'actualité juridique. Et ça, c'était vraiment très bien. Alors, si on ne voulait pas envisager les articles 4 et 5 séparément, mais qu'on voulait les envisager ensemble, même si je me rappelle que Emily Chaber, il fait ensemble, puis séparément, mais en réalité, c'est pas tout à fait ce qu'il fait. Mais alors, si on voulait les envisager ensemble, pourquoi est-ce qu'on les a donnés ensemble? L'idée, j'allais dire je pense, mais c'est pas du tout original, hein, ce que je dis, c'est qu'il y a, à la lecture directe des articles 4 et 5, une contradiction. Il y a un article qui vous dit lorsqu'il y a une insuffisance, une obscurité de la loi, eh bien, le juge doit quand même juger, c'est l'article 4, et il y a un article 5 qui vient de vous dire tout de suite, mais attention, il ne peut pas créer, il ne peut pas faire œuvre créatrice. Il y a a priori une contradiction. Comment est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? À mon sens, et en tout cas c'est comme ça que j'ai conçu, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est la contradiction entre les articles 4 et 5, parce que dans cette contradiction, dans cette respiration entre les articles 4 et 5, qui apparaît a priori très réduite, hein, eh bien c'est là que se niche la jurisprudence. C'est tout. Entre les articles 4 et 5, on a toute la question de la jurisprudence. Pourquoi est-ce qu'elle existe? Quel statut est-ce qu'elle a? Quelles sont les conséquences de ce statut? Et pour le coup, il y a énormément d'actualités, vous avez en grande partie cité, hein, il y a énormément d'actualités sur ce sujet. Donc à mon sens, c'était ça le vrai sujet. Alors dans l'introduction, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Je reviens dessus, pas parce que votre introduction n'était pas bonne, elle était assez bonne, mais je reviens dessus parce que les spectateurs, les internautes n'ont pas eu la chance de l'entendre. Donc très simplement, hein, je pense que dans l'introduction ici, il aurait fallu commencer par une phrase d'accroche sur la thématique de la jurisprudence, ou des bornes du pouvoir du juge, ou des limites du pouvoir du juge. Ensuite, embrayer, je fais ça de manière très schématique, parce qu'on n'a pas énormément de temps. Ensuite, embrayer sur la lecture des textes. Ce qu'on dit généralement, c'est quand les textes ne sont pas trop longs, c'est plutôt bien de les lire au début, pour ne serait-ce que ça, que l'auditoire comprenne de quoi on parle. Là, c'était des textes qui sont très courts, donc c'est très facile de les lire. À mon sens, c'était utile dès le début de faire apparaître la contradiction dont je parlais, la contradiction entre l'article 4 et l'article 5, ne serait-ce que rapidement, puisque ça servira à ce qu'on appelle parfois la triple annonce de plan. C'est-à-dire qu'au début de l'introduction, on sème la graine qui va faire apparaître ensuite le plan, et on y reviendra à la fin. Ensuite, alors moi j'aurais peut-être évacué assez rapidement dans l'introduction la question du juge, que vous avez traité vous en grand 1, de quel juge on parle. Moi je l'aurais évacué en introduction parce que les articles 4 et 5 qui ne s'appliquent pas, en tout cas de manière assez claire, ils ne s'appliquent pas à certains juges. Ils ne s'appliquent clairement pas aux juges supranationaux, qui ne sont pas liés par le Code civil français, donc c'est sûr que la CEDH, elle, n'est pas liée par les articles 4 et 5, de même pour la CJUE. Et on pourrait discuter, mais a priori, il ne s'applique pas non plus aux juges administratifs qui, à tort ou à raison, a pris son indépendance depuis fort longtemps. Donc cette question, je l'aurais traitée en introduction pour d'emblée circonscrire le sujet aux juges judiciaires.
ce qui n'interdisait pas éventuellement de revenir sur la question que vous avez évoquée après, quel juge judiciaire, est-ce que l'arbitre est aussi concerné? On a dit non, je suis pas sûr que c'est une question absolument centrale, mais on pouvait y revenir, les autorités administratives indépendantes, etc. En tout cas, ça permettait d'emblée de circonscrire le sujet. Il y a un point que sauf erreur, vous n'avez pas évoqué, qui était assez intéressant ici, c'est le fait que les articles 4 et 5 sont dans le Code civil. C'est un peu étonnant a priori, parce que c'est des articles qui portent sur l'office du juge et qu'on attendrait plutôt dans un code de procédure civile. Il y en a eu à l'époque napoléonienne, hein, donc il n'y a pas de raison que ça ait été placé dans le Code civil. Alors c'est un étonnement a priori, mais c'est un étonnement qui est réduit, parce qu'on voit bien que les articles 14 et 15 ne traitent pas sur un plan technique véritablement de la délimitation précise de l'office du juge. Ils traitent de manière très souple et très large de l'office du juge pour en fait nous dire quelle est la place du juge dans l'organisation juridique, quelle est la place du juge par rapport à la loi. Ça, c'est quelque chose d'assez essentiel qui rapproche les articles 4 et 5 en fait de la question des sources plutôt que de la question de la procédure civile, raison pour laquelle la question est dans le Code civil et raison pour laquelle on est en train d'en parler ici, puisqu'évidemment on ne fait pas une leçon de procédure civile. Alors expliquer l'origine historique du texte, évidemment il fallait le faire dans l'introduction, vous l'avez fait très bien. Hein. Au départ, l'idée c'est la défiance à l'égard des parlements d'Ancien Régime. On a peur, qu'ils aillent trop loin, qu'ils reprennent leurs vieilles pratiques d'arrêt de règlement, qu'ils légifèrent en dehors de tout litige et qu'ils remplacent le juge parce qu'effectivement, on leur propose une loi nouvelle qu'ils ne connaissent pas et qu'ils peuvent ne pas apprécier, puis qui est unifiée alors qu'ils sont habitués à avoir une loi propre à chaque région. Et puis, on a peur aussi qu'ils refusent d'appliquer la loi, qu'ils disent ben non, la loi est incomplète, elle n'est pas parfaite, je m'arrête là. Donc, c'est ça qui a justifié initialement, évidemment, les articles 4 et 5. Donc, à partir du moment où on explique dans cette introduction, à partir de là, je pense qu'on peut revenir peut-être sur la contradiction dont je parlais tout à l'heure, l'expliquer davantage, éventuellement donner quelques illustrations des enjeux, ce que vous avez fait dans votre introduction, et à partir de là, annoncer le plan. Alors, quel plan est-ce qu'on peut faire pour traiter les articles 4 et 5 ensemble à chaque partie? C'est pas évident. Moi, je suis arrivé, alors je ne suis pas excellent en intitulé, hein, je ne suis pas un de nos amis qui est passé précédemment dans une autre leçon, que je ne citerai pas, mais voilà, moi je suis arrivé aux intitulés en grand 1, les termes de la contradiction, voilà, en quoi est-ce qu'il y a une contradiction, et en grand 2, le dépassement de la contradiction. Qu'est-ce qu'on fait face à cette contradiction? Alors, en grand 1, les termes de la contradiction. Alors là, pour le coup, je suis un petit peu votre grand 1 et votre grand 2 à vous. Pas exactement de la même manière, mais je le suis un petit peu, puisque je pense que là, on peut se permettre, à l'intérieur du grand 1, de présenter des articles 4 et 5. L'article 4 d'abord, l'article 5 ensuite. Alors, moi, j'ai mis l'obligation de juger, les limites de l'obligation, peut-être pour faire encore moins apparaître les autres des articles séparément, mais au fond, ça revient à ça. Dans l'obligation de juger, on a donc la phrase « Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité et de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Donc là, on peut, je pense, on doit de toute façon à un moment ou à un autre dans ce type de sujet, dans un commentaire de texte, vraiment coller au texte et vraiment faire une exégèse du texte. Donc là, on pouvait, je ne sais plus quelle est la subdivision que vous aviez trouvée, vous. Moi, j'ai mis les conditions et les sanctions. Vous aviez, alors, je ne l'avais pas noté, hein, vous aviez mis les conditions et le déni de justice en grand B. Voilà, ça revient à peu près au même, hein, les conditions. Alors, quelles sont les conditions? Donc là, éventuellement, on peut revenir sur l'idée de juge. Ce qui est peut-être intéressant à remarquer sur l'idée de juge, au-delà de la circonscription à tel type de juge ou pas, c'est le fait qu'il y a un singulier. Vous l'avez relevé, mais vous avez considéré qu'il n'y avait pas d'enjeu. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'enjeu. Le fait qu'on dise le juge au singulier dans l'article 4 et les juges au pluriel dans l'article 5, c'est à mon avis pas tout à fait anodin, on pourrait en tirer des conclusions, alors qu'il devrait peut-être plutôt être développé logiquement quand on parlera de l'article 5, mais j'en parle déjà, c'est que le juge pris au singulier, on parle de la discipline individuelle du juge, ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire, et on lui dit si juge, si tu dépasses, si tu refuses de juger, tu seras sanctionné, alors que les juges en général, c'est le corps judiciaire en général. Le corps judiciaire en général n'a pas le droit de légiférer. C'est pas uniquement qu'on va sanctionner la personne qui individuellement va le faire, c'est juste une limitation des pouvoirs organiques des juges en France. Donc on pouvait jouer un petit peu sur ce singulier pluriel. Alors le juge qui refusera de juger,
Bon, je vais un peu vite parce que c'est peut-être pas le plus intéressant, et puis parce que le temps court, le temps file. Le juge qui refusera de juger, alors là aussi vous avez assez bien expliqué, hein, il y a plusieurs hypothèses qui correspondent à cette idée de déni de justice. Il y a le refus de juger à proprement parler, hein, qui peut être sanctionné. Il y a le délai excessivement long. Et puis il y a les délits de justice au sens plus large. Vous avez évoqué l'hypothèse de la contrariété de décision qui ne permet pas de fait d'obtenir justice. Alors on s'éloigne un petit peu de l'idée de déni de justice initiale, mais c'est vrai que ça a été sanctionné sur ce terrain-là en jurisprudence. Il y a l'hypothèse, vous avez cité un arrêt, mais c'est une hypothèse qui est extrêmement fréquente, hein, l'hypothèse du juge qui dit il y a un préjudice, mais vous ne donnez pas suffisamment d'éléments, donc je ne vais pas l'indemniser. La Cour de cassation sanctionne systématiquement avec une formule typique, hein, que le juge en statuant ainsi, en refusant d'indemniser le préjudice dont elle avait reconnu le principe, c'est sanctionné systématiquement. Donc il y a l'insuffisance de fait ou l'insuffisance de preuve qui évidemment autorise le juge à rejeter les demandes, mais ne l'autorise pas à refuser d'indemniser. Et puis on avait une autre, alors qui me touche un petit peu plus, qui me concerne un petit peu plus, mais qui est vraiment dans les points, mais que vous auriez pu envisager, c'est l'hypothèse de la compétence internationale fondée sur le risque de déni de justice. Le juge français, lorsqu'il n'y a aucun critère de compétence qui est réalisé en France, normalement il déclare incompétent. Mais s'il y a un risque de déni de justice, parce que par exemple aucun juge étranger ne voudrait se déclarer compétent, il peut aussi se déclarer compétent sur cette idée, sur l'idée de risque de déni de justice. Donc c'était une autre possibilité que vous auriez pu envisager, mais personne ne vous ferait payer de ne pas l'avoir envisagé. Hein. Je ne pense pas moi en tout cas. Alors, on continue sous prétexte du silence, de l'obscurité, de l'insuffisance de la loi. Alors, on pouvait décliner. Là c'est le moment où on peut à la fois décliner la différence entre silence, obscurité et insuffisance. C'est pas tout à fait la même chose. Vous l'avez fait. On peut décliner. C'est aussi le moment où je pense, pour essayer de recoller peut-être un peu plus à un droit pratique et pas rester trop dans les hautes sphères, parce qu'on a un sujet qui est quand même un petit peu théorique, on peut donner des exemples. Et ça, on a tous des exemples dans de très nombreuses matières de domaines dans lesquels il y avait un silence, il y avait une obscurité, il y avait, vous avez cité le droit international privé, la responsabilité du fait des choses. Voilà, il y a plein d'exemples dans lesquels le droit était insuffisant ou taisant, et on a été plus loin. Alors, c'est vrai que le texte utilise le terme de prétexte, qui pourrait laisser penser qu'on n'y croit pas vraiment, mais quand on lit le discours de Portalis, on voit que ce n'est pas du tout l'idée. Hein. Portalis assume parfaitement, hein, on connaît tous le discours préliminaire, gardons-nous de tout prévoir, etc. Portalis assume parfaitement l'idée que la loi n'est pas complète, qu'il y a une science du législateur qui prévoit les grandes directives, et que fatalement, il va y avoir des lacunes, des insuffisances, et c'est normal, et là aussi on peut donner toutes sortes d'exemples, et c'est le rôle du juge de continuer à juger malgré ce silence et cette obscurité. Alors, on continue, je passe assez vite. On arrive aux sanctions. Alors là, je passe encore plus vite parce que vous l'avez très bien fait et parce que c'est vraiment pas la partie la plus intéressante, mais puisqu'on commente le texte, on est bien obligé d'en parler rapidement. Alors, quelle est la sanction du déni de justice? Vous l'avez dit, il y a la sanction pénale, il y a la sanction de prise à partie qui est prévue dans le code de l'organisation judiciaire, qui est l'héritière de la prise à partie d'ancien régime, c'est pas du tout nouveau. Et puis, il y a les sanctions contre le juge à proprement parler. Le juge pourra être condamné, vous avez raison, hein, ça vous l'avez très bien expliqué. Le langage fait penser à une sanction pénale, pour être poursuivi, pardon. Celui qui est coupable pourra être poursuivi, donc on est vraiment dans une logique pénale. Il y a aussi la prise à partie, qui est une sanction civile, mais qui est quand même une sanction assez répressive. Et puis, surtout, il y a la sanction du pourvoi en cassation, la décision qui constate, qui matérialise un déni de justice, pourra faire l'objet d'un pourvoi et être sanctionnée, être annulée, être cassée, annulée par la Cour de cassation. Et on pouvait aussi reprendre des exemples. Et si on avait évoqué le déni de justice en VIP, ben, c'était l'occasion éventuellement de dire que là, la sanction, curieusement, c'est de donner compétence à un juge incompétent. Voilà, donc ça, c'était le grand A, l'obligation de juger, ce que vous avez assez bien fait en grand A. On embraye ensuite sur un grand 2. On voit bien qu'après cet article 4, il y a un article 5 qui pose des limites de l'obligation. Alors, là, j'étais un petit peu embêté sur mon d'abord ensuite. D'abord, je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de faire des d'abord ensuite. Hein. Mon conseil général, hein, c'est qu'il faut faire des d'abord ensuite si on est vraiment certain qu'ils marchent toujours bien, s'ils sont très clairs et qu'on ne risque pas de perdre son auditoire. Parce qu'en faisant 8 subdivisions, on a vraiment un risque de perdre ceux qui vous écoutent. Et si on perd un des d'abord ou un des ensuite, après, ça devient difficile à comprendre.
Bon, en tout cas, j'en ai fait parce que c'était un exercice pédagogique ici. Donc, j'ai fait le constat des limites et l'existence d'une contradiction, enfin, le caractère apparent ou flagrant, selon ce qu'on veut dire, de la contradiction. À mon avis, il s'agit d'abord de refaire la même chose, c'est-à-dire de faire l'exégèse de cet article 5 pour voir exactement ce qu'il nous dit, et ensuite de souligner précisément en quoi il y a une contradiction avec l'article 4. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est défendu. Alors, vous l'avez dit, il n'y a plus de sanctions pénales pour l'arrêt de règlement. Depuis le nouveau code de procédure civile, il y a uniquement une sanction civile, mais vous l'avez dit aussi, les conditions qui sont posées à la sanction civile, c'est l'article L141-3 du COJ, rendent totalement improbable la sanction d'un arrêt de règlement. Il faut une faute lourde, déjà selon je doute, puis il y a des conditions qui sont posées par le texte qui ne sont pas du tout réalistes. Donc la vraie sanction de l'arrêt de règlement, c'est la nullité, c'est-à-dire la voie du pourvoi en cassation. Alors, il est défendu à qui? Au juge. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, au juge au pluriel et pas au singulier. C'est une interdiction qui est faite de manière générale au corps judiciaire. Il ne s'agit pas tant d'une discipline individuelle du juge, il s'agit de limiter le pouvoir des juges. Et par là même, le pouvoir de tous les juges, alors peut-être pas le juge administratif, sûrement pas la Cour européenne des droits de l'homme, mais tous les juges judiciaires, y compris la Cour de cassation, et vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est là que la question se pose. Il y a un problème avec la Cour de cassation. Alors, qu'est-ce qu'il leur est interdit? Il est interdit de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire. Là, à mon avis, on pouvait passer un peu plus de temps. Parce que la manière dont on traduit généralement l'article 5, c'est de dire que l'article 5 interdit les arrêts de règlement. On dit l'article 5 interdit les arrêts de règlement. Or, les arrêts de règlement, finalement, c'est quelque chose de très particulier. Sous l'Ancien Régime, c'était l'hypothèse où les parlements de l'Ancien Régime exerçaient un pouvoir véritablement législatif en dehors de tout litige. Et on termine en général en disant, regardez, la Cour de cassation, elle ne fait pas ça, ce dont d'ailleurs je ne suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas, généralement, elle ne fait pas ça, la Cour de cassation ne se saisit pas toute seule en dehors de tout litige, pour ordonner que le monde entier fasse de telle manière. Donc, fondamentalement, il n'y a pas de problème d'arrêt de règlement, la Cour de cassation ne fait pas d'arrêt de règlement. D'ailleurs, vous l'avez dit dans votre grand 1, vous avez dit, dans votre grand 2, pardon, au début, vous avez dit, il n'y a jamais vraiment eu de problème d'arrêt de règlement. Ben, j'en suis pas si certain. Alors, si on s'arrête au texte, le texte ne dit pas du tout il est interdit de rendre des arrêts de règlement. Il ne fait pas référence aux arrêts de règlement d'Ancien Régime, d'ailleurs il ne fait pas référence aux arrêts de règlement du tout. Ce qu'il interdit, c'est de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire. Ce qui était intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est que de se prononcer par voie de disposition générale? Alors, disposition générale, c'est une disposition qui part individuelle. Donc, ce qui est interdit au juge, c'est d'énoncer des règles générales et non pas de trancher des cas individuels, au lieu de trancher des cas individuels. Et ce qui lui est interdit, c'est de se prononcer sous forme de disposition réglementaire. Alors là, il y a peut-être, évidemment, il y a l'idée, il y a une origine historique, il y a l'idée des arrêts de règlement, mais il y a aussi, me semble-t-il, l'idée que ce qu'on lui interdit, c'est d'énoncer des règles. Là, c'était peut-être l'occasion, alors c'est encore la déformation de l'internationaliste, d'évoquer très rapidement la distinction des règles et des décisions de Pierre Maillère, mais il y a deux types de règles, enfin il y a deux types de normes, les normes générales et abstraites, ce sont les règles, l'archétype et la loi, et puis il y a les normes concrètes et catégoriques et individuelles, ce sont les décisions. Et ce qu'on interdit aux juges, c'est d'énoncer des règles générales comme des lois. Et à cet égard, on peut déjà constater que la Cour de cassation le fait tout le temps, en fait. Ce qui interdit, à mon sens, alors, encore une fois, on n'est pas du tout obligé d'avoir la même lecture, mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une lecture, d'avoir votre lecture. En tout cas, je vous donne la mienne. Ce qui interdit, à mon sens, l'article 5, quand on lit comme il est écrit, ce n'est pas les arrêts de règlement, c'est les arrêts de principe. Il interdit les arrêts de principe. Il interdit au juge de prononcer des règles générales. Un arrêt de principe, c'est ça, c'est un arrêt par lequel le juge énonce une règle générale. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'arrêt de règlement, c'est-à-dire la règle générale qui a une portée en dehors du cadre qui était soumise au juge. Le simple fait d'énoncer une règle générale, à mon avis, va formellement à l'encontre de l'article 5. Alors, en lisant les uns et les autres pour préparer cette correction, je lisais l'introduction de Nicolas Molfessis, enfin de François Terret et Nicolas Molfessis, qui disait ne constitue pas dès lors, après une démonstration, ne constitue pas dès lors un arrêt de règlement, sous-entendu un arrêt de règlement interdit, parce qu'il vient de l'expliquer, une décision qui énonce un principe général si la motivation comme la solution retenue se rattache bien au cas dont le juge a été saisi. Mais à mon avis, c'est complètement contraire au texte. Le texte nous dit bien, on a une interdiction de se prononcer par voie générale et réglementaire dans le cas dont on est saisi. Donc il y a sur les causes qui leur sont soumises, c'est le texte.
Donc, il me semble qu'à la lettre, l'arrêt interdit bien l'arrêt de principe. Et on en arrive à la contradiction. En quoi il y a une contradiction? Ben, on dit au juge, lorsque la règle est aisante, ou lorsqu'elle est obscure, mais lorsqu'elle est aisante, lorsqu'il n'y a rien, c'est le cas le plus bête, eh bien, vous devez juger, mais vous ne pouvez pas créer de règle pour juger. Alors, on lui dit, vous devez combler la lacune, mais vous ne pouvez pas créer de règle générale pour combler la lacune. Alors, comment faire? Comment régler cette... Enfin, on n'est pas encore comment régler cette contradiction, mais en quoi ça pourrait ne pas être une contradiction? À l'époque des articles 4 et 5, ça vous ne l'avez pas évoqué, et ça, je pense que ça manquait un petit peu. À l'époque des articles 4 et 5, il n'y avait pas vraiment de contradiction, parce qu'à l'époque des articles 4 et 5, je veux dire en 1804, enfin, en 1790, il date, il y avait le référé législatif. Au départ, il y avait le référé législatif, c'est-à-dire que la Cour de cassation, elle pouvait, à la lettre, respecter les articles 4 et 5. Et elle le faisait. Donc, quand la Cour de cassation était saisie d'une question pour laquelle il n'y avait pas de solution dans la loi, ou pour laquelle la solution n'était pas claire, eh bien, elle jugeait, mais elle ne décidait pas elle-même de la règle qu'elle allait appliquer. Elle renvoyait au corps législatif la question, lui demandait son avis, et elle appliquait l'avis qui lui avait été donné. Donc, dans la logique du référé législatif, il n'y avait pas vraiment cette contradiction. Mais on le sait, la lourdeur et l'inefficacité du référé législatif ont raison de lui. Il a été supprimé en 1800, rétabli sous une autre forme, mais supprimé définitivement en 1837, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité de référé législatif. Alors qu'est-ce qu'on peut lui faire? Qu'est-ce qu'il peut faire le juge? Le juge en équité? Évidemment, on n'imagine pas que le juge, parce qu'il est obligé de juger, mais qu'il ne peut pas créer de règles, juge en équité. Vous connaissez tous la formule, méfions-nous de l'équité des parlements. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Eh bien, il est obligé de statuer en droit. C'est l'article 12 du Code de procédure civile, particulièrement la Cour de cassation, dont le but est d'unifier le droit en France. Alors, il est obligé de créer une norme. Alors, il pourrait l'article 5 lui interdit de créer une norme. L'article 5 ne lui interdit pas tout à fait de créer une norme, elle lui interdit de prononcer par voix. Donc, il pourrait créer une norme dans son esprit, mais ne pas l'énoncer dans son arrêt. Ce qui, au fond, est ce qu'a fait la Cour de cassation assez longtemps. Pendant très longtemps, le style de la Cour de cassation, le style très ciselé, très réduit de la Cour de cassation, avait cet effet qu'on ne voyait pas nécessairement apparaître les normes qu'elle entendait appliquer. C'était typique dans les arrêts de rejet. Dans les arrêts de rejet, une salle d'arrêt de rejet pendant des décennies où elle ne disait pas du tout quelle règle elle allait appliquer. C'était effroyable en termes de prévisibilité du droit, mais elle respectait formellement l'article 5. Mais on voit bien, cette pudeur est excessive, ne serait-ce que pour cela. On doit connaître, les justiciables doivent pouvoir connaître la norme, et pour connaître la norme, il faut que la Cour de cassation l'énonce clairement. Donc, il est nécessaire de dépasser cette contradiction entre l'article 4 et l'article 5. On arrive à la deuxième partie, qui va aller extrêmement vite, après beaucoup de choses à dire, le dépassement de la contradiction. Je peux dépasser un peu mon temps. Vous voyez, une fois qu'on est engagé, on a le droit de dépasser son temps. Vous n'avez pas le droit. Alors, une première manière... Alors, comment est-ce qu'on peut dépasser la contradiction? Une première manière de dépasser la contradiction, me semble-t-il, c'est de faire primer un article sur l'autre. Et c'est la manière la plus évidente parce que c'est celle que suit la Cour de cassation. Alors quel article? Évidemment, c'est pas du tout l'article 4. On n'imagine pas, c'est pas du tout, pardon, l'article 5. On n'imagine pas que le juge dise, bon, bah, pour respecter mon interdiction de rendre des arrêts de règlement, je vais faire des dénis de justice. Chaque fois qu'il y aura un problème, bah, je dirais, je fais rien. Ça, c'est évidemment totalement inenvisageable. Le contraire, en revanche, est envisageable. Et c'est la première manière, c'est mon grand A de mon grand 2, le sacrifice de l'article 5. La première manière de surmonter la contradiction entre l'article 4 et l'article 5, c'est de sacrifier l'article 5. Et à mon sens, c'est ce que fait la Cour de cassation. Mais encore une fois, ici, le plan dépend beaucoup de ce qu'on pense réellement. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Globalement, les gens qui sont, les auteurs qui pensent qu'ils sont modernes, ne seraient pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, et du coup n'adopteraient pas ce plan. Ici, le plan est énormément tributaire de ce qu'on dit, mais des idées qu'on y défend. Moi, je pense que il me semble que la Cour de cassation sacrifie l'article 5, et d'ailleurs, je trouve ça assez flagrant, puisque vous avez lu l'article de Rémi Chaber. Quand on lit l'article de Rémi Chaber, il dit sans cesse, bon, on est au bord du sacrifice de l'article 5, mais pas complètement, parce que, et puis tout ce qui est listé comme garde-fou a sauté depuis, a disparu depuis son article. Si bien qu'aujourd'hui, il me semble qu'on a sacrifié l'article 5. L'autre possibilité, c'est comment j'ai appelé ça, c'est l'articulation des deux dispositions. Sinon, on peut essayer d'articuler les deux dispositions. Je préfère le voir dans ce sens-là, parce qu'au fond, tout le droit positif récent
et dans cette idée de sacrifice de l'article 5. Alors, bon, le sacrifice de l'article 5 n'est pas total, la Cour de cassation continue, vous l'avez dit, à exiger des cours inférieurs qu'elles respectent l'article 5. Alors peut-être pas autant que ce que vous avez dit, mais on en parlera après, mais en tout cas, on pouvait à ce stade-là, même dans l'annonce de plan, donner un exemple. L'exemple typique, c'est l'hypothèse dans laquelle il y a un arrêt récent, j'ai cherché sur Légifrance tout simplement, il y a un arrêt récent dans lequel, saisi d'un contrat d'assurance, la Cour de cassation dit que l'assureur doit indemniser tous les assurés qui ont conclu ce contrat, alors qu'ils n'étaient pas partis au litige. La Cour de cassation lui dit non, ils ne sont pas partis au litige, vous ne pouvez pas rendre un arrêt qui a une valeur à l'égard de tout le monde, même les personnes qui ne sont pas parties au litige. C'est un arrêt du 21 avril 2022. Bon, ça, c'est un exemple. Donc, la Cour de cassation continue à appliquer l'article 5 au cours inférieur, mais vous avez tout à fait raison, vous l'avez dit, en tout cas, vous avez posé la question, elle ne se l'applique pas à elle-même. Alors, à mon sens, une subdivision ici, toujours d'abord ensuite, si on décide d'en faire, possible, était celle d'abord de constater la consécration des arrêts de règlement, et ensuite de voir les conséquences qu'entraîne cette consécration des arrêts de règlement. Alors, au titre de la constatation, du constat de la consécration des arrêts de règlement, alors, il y a plusieurs étapes. Hein. D'abord, effectivement, les arrêts de principe sont, à mon avis, contraires à l'article 5, et le fait est qu'il y a beaucoup d'arrêts de principe depuis très longtemps. Mais il est vrai que pendant longtemps, il y avait une césure, pendant longtemps, on a admis qu'il y avait une césure entre l'arrêt de principe, qui ne dévorte pas l'instance dans laquelle il est rendu, et l'arrêt de règlement. L'arrêt de règlement, ce serait l'arrêt qui va au-delà de l'instance dans laquelle il est rendu. Alors, pendant longtemps, la Cour de cassation a maintenu ce principe et, par exemple, elle a interdisé ce qu'on appelle la motivation par référence. Donc, quand un juge du fond se fondait sur une de ses décisions, ou sur une décision même du juge du fond, eh bien, il y avait une sanction, soit sur le terrain de l'article 5, soit plus souvent, en fait, sur le terrain de l'article 455, c'est-à-dire de l'obligation de motivation. Si on reprend une décision, on n'a pas motivé au cas présent, et donc, on expose sa décision à censurer. De la même manière, la Cour de cassation avait l'obligation, jusqu'à assez récemment, de fonder toutes ses décisions sur la loi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que la loi au sens large, mais un texte de loi. L'article 1020, l'ancien article 1020 du Code de procédure civile nous disait que la décision de cassation, l'arrêt de la Cour de cassation devait être fondé sur des règles, sur des textes de loi. Alors, il y avait bien quelques anomalies. Hein. Là, vous pouviez prendre des exemples, les jurisprudences contre allégem, les dons manuels, par exemple. Les dons manuels sont validés alors que le Code civil nous dit le contraire. Mais bon, c'est des anomalies qui étaient rares et qui étaient généralement rattachées à d'autres idées. Hein. On dit généralement, par exemple, pour les dons manuels, qu'il y a une coutume. Alors, c'est la coutume qui est contre allégem, ce qui aussi est une anomalie, mais pas la même. Mais dans l'ensemble, la frontière est restée longtemps assez nette entre l'arrêt de principe valable parce que relatif, parce que cantonné à l'affaire dans laquelle il a été rendu, et l'arrêt de règlement. Et puis, les choses ont évolué. Alors, le Rubicon a été vraiment franchi, hein, je reprends le terme d'un auteur, le Rubicon a été franchi avec l'adoption des revirements non rétroactifs. Alors, vous auriez pu rappeler très rapidement, mais si vous n'aviez pas le temps, vous pouviez simplement l'évoquer. Ça, vous n'en avez pas parlé, il me semble. Pour le coup, ça, il me semble que c'était vraiment un élément important. Après le rapport il y a eu l'arrêt de 2004, l'arrêt du 8 juillet 2004, il y a eu le rapport Molfessi qui préconisait la possibilité pour la Cour de cassation de moduler dans le temps la portée de ces revirements de jurisprudence. Et puis derrière, il y a eu l'arrêt de l'Assemblée plénière qui a complètement validé, l'arrêt du 21 décembre 2006, qui a complètement validé cette idée. Maintenant, même si elle le fait rarement, la Cour de cassation s'autorise à opérer des revirements non rétroactifs. Qu'est-ce que ça veut dire un revirement non rétroactif ? Ça veut dire que la Cour de cassation, dans une affaire donnée, énonce une règle et dit « je ne l'applique pas à l'affaire dont je suis saisi ». Donc elle énonce une règle qui n'a vocation à s'appliquer que en dehors de l'affaire dont elle est saisie. Là, à mon sens, on est complètement dans l'arrêt de règlement. Alors certes, vous pourriez me dire qu'il ne va pas lier nécessairement les autres parties. C'est vrai que les autres juges pourraient ne pas les suivre. D'abord, ils le font. Et ensuite, ça n'est rien de différent de toute autre norme. La loi, ce qu'énonce la loi, elle peut ne pas être suivie. Le fait est qu'elle n'est pas toujours suivie. Mais en tout cas, dans ce revirement rétroactif, on a vraiment tout ce qui caractérise un arrêt de règlement. Alors, il y a des signaux encore plus forts qui ont été donnés plus récemment. En matière, alors, je prends des exemples que je connais, mais il y a sûrement d'autres exemples qui auraient pu être utiles. En matière, toute la jurisprudence sur la GPA, sur la reconnaissance en France des gestations pour autrui qui se sont déroulées à l'étranger. La Cour
Cour de cassation a constamment évolué. Et un arrêt qui est très spectaculaire, c'est l'arrêt rendu par la première chambre civile le 18 décembre 2019, donc quelques semaines, j'ai plus la date exacte en tête, mais quelques semaines après la réunion de l'Assemblée plénière, où la Cour de cassation nous dit voilà ce qu'a dit voilà ce qu'a dit l'Assemblée plénière, mais il y a lieu de faire évoluer la jurisprudence. Et donc, pour faire évoluer la jurisprudence, je vais changer la règle. Donc là aussi, il y a une spectaculaire prise de conscience par la Cour de cassation de son pouvoir normatif, de ce qu'elle rend des normes à caractère général. Parce qu'en disant cela, la Cour de cassation indique bien que la solution qu'elle adopte a vocation à ne pas rester cantonnée à l'affaire qu'elle envisage, mais à valoir pour le futur. Alors, dans le même ordre d'idées, on pouvait citer l'amendement, vous savez, que vous avez envisagé la réforme, vous en avez parlé, hein, de la réforme, du projet de réforme des filtrages des pourvois. Je ne sais plus si vous l'avez évoqué. Alors, il y a eu un projet de réforme du filtrage des pourvois que certains d'entre vous ont peut-être vu passer, qui a été finalement abandonné. Mais tout le projet de réforme de filtrage des pourvois, qui était voulu par l'ancien premier président de la Cour de cassation, le président Louvel, était fondé sur l'idée que la Cour de cassation devait parfaitement assumer son rôle normatif, sous-entendu sa capacité à rendre des arrêts de règlement, des arrêts qui ont vocation à rayonner bien au-delà de l'affaire dans laquelle ils ont été saisis. Et en particulier, il y avait un amendement qui avait été déposé à l'occasion de l'examen de la loi J21, qui a finalement été retoqué en commission des lois, mais un amendement qui prévoyait qui limitait les cas d'ouverture à la cassation et qui prévoyait notamment comme cas d'ouverture la nécessité d'unifier la jurisprudence. Là aussi, ça aurait été une révolution qu'on pouvait évoquer. Alors, parallèlement, on peut évoquer la réécriture de l'article 1020, qui maintenant ne vise plus les textes de loi, mais les règles de droit, ce qui est plus souple, et permet à la Cour de cassation de considérer qu'il y a des principes généraux, c'est-à-dire sa propre jurisprudence. Elle se fonde maintenant sur des principes, donc sur sa propre jurisprudence. Et évidemment, j'aurais rapproché, comme vous, la procédure d'avis qui existe depuis 1991, et qui, alors on n'est pas tout à fait dans le juge qui est un office juridictionnel, mais la procédure d'avis, c'est tout à fait des avis réglementaires. Qui ne s'imposent pas, mais pas plus, pas moins en fait que toute autre norme. Et vous avez dit, là pour le coup j'étais pas du tout d'accord avec ce que vous disiez non mais ce n'est pas des arrêts de règlement parce qu'ils ne s'appliquent pas dans des affaires dont la Cour de cassation est saisie, puisqu'elle est saisie d'aucune affaire. Vous voyez, on ne peut pas très bien dire, alors si ça s'applique dans l'affaire dans laquelle on est saisi, c'est bon, c'est un arrêt de principe, et si ça s'applique qu'au-delà, bon, c'est bon parce que ça s'applique qu'au-delà. À mon avis, on est complètement dans le réglementaire. L'avis, c'est typiquement un acte réglementaire par lequel la Cour de cassation dit quelle est la norme. Elle ne tranche aucun litige, elle dit quelle est la norme. Alors les conséquences, je te rassure après, ça va plus vite. Les conséquences de cette évolution, ben, on les perçoit à de nombreux égards. D'abord, sur la responsabilité des professionnels du droit. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez ancien, mais un avocat qui méconnaît une jurisprudence, et c'est assez normal, hein, on comprend très bien, mais un avocat qui méconnaît une jurisprudence engage sa responsabilité. Donc c'est bien que la jurisprudence, d'une certaine manière, est une norme juridique. Ça, c'est une décision. Ça, c'est une jurisprudence qui est ancienne, depuis des arrêts des années 80 déjà, qui consacraient cela. Alors, la question de la référence. Autre conséquence, la question de la référence aux décisions de justice. Pendant longtemps, on a interdit les références aux décisions de justice, et alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, la Cour de cassation, maintenant, l'autorise de manière très ouverte. Elle l'a d'abord autorisé pour les cours supranationales, et maintenant, elle autorise, c'est extrêmement fréquent maintenant, de voir chez la Cour de cassation elle-même, à travers la motivation régie, et chez les juges du fond, des références aux jurisprudences de la Cour de cassation. Aujourd'hui, il est extrêmement fréquent de devoir citer la règle, la règle législative, et la jurisprudence. Donc là aussi, une des digues qui est évoquée par Émile Schaber à l'époque de son article a complètement sauté. Aujourd'hui, la référence à des jurisprudences comme lieu de motivation est tout à fait commune. La seule chose qu'on peut constater, c'est qu'elle apparaît que dans les motifs, elle n'apparaît pas dans le visa. On n'a pas encore la Cour de cassation qui vise, au début, comme fondement de sa décision, sa propre jurisprudence, ce qui serait aller encore au-delà. Mais on est déjà quand même pas loin. Alors, vous pouviez évoquer éventuellement toute la thématique de la lutte entre le législateur et le juge, toute la question du contrôle de conventionnalité, du contrôle de proportionnalité, toutes les hypothèses vous savez, de jurisprudence combattue par la loi et puis ensuite recombattue par la jurisprudence. Je pense notamment à la saga relative à la loi anti-Perruche. Donc ça pouvait être évoqué, mais ça me semblait un petit peu plus loin. Et enfin, dans les conséquences plus récentes et plus spectaculaires, il y en a deux que je note. D'abord, la question de
conformité d'une jurisprudence à la Constitution. Dans un premier temps, la Cour de cassation, quand elle a été saisie de la conformité de la jurisprudence à la Constitution, elle a accepté de déférer la question au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que la jurisprudence, c'était une interprétation de la loi. Donc ce qu'on lui demandait, c'était de déférer une loi, la manière dont elle était interprétée par la Cour de cassation, au Conseil constitutionnel. Et puis, la Cour de cassation a évolué, et dans son dernier état, nous dit que, refuser de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité qui portait sur une jurisprudence, en disant non, non, je ne la renvoie pas parce que la norme que vous m'évoquez, ce n'est pas l'interprétation d'une loi, c'est l'interprétation d'un principe jurisprudentiel. Et rien ne prévoit dans le dispositif QPC que les principes jurisprudentiels peuvent être contrôlés par le Conseil constitutionnel. Et là, c'est très spectaculaire. Il y a vraiment à la fois une autonomie du principe jurisprudentiel, donc vraiment un arrêt de règlement pur, une autonomie et même une supériorité par rapport à la loi, puisque alors que la loi doit être soumise à la Constitution et peut être contrôlée par le Conseil constitutionnel, par la jurisprudence, pas de problème. Évidemment, derrière, en filigrane, il y a la lutte entre les hautes juridictions, mais il y a quand même quelque chose d'assez remarquable. Et l'autre aspect remarquable, qui est très difficile à expliquer très rapidement, mais je vais juste l'évoquer, c'est la question récemment tranchée par l'Assemblée plénière de la recevabilité du moyen qui reproche à une cour d'appel de s'être incliné, d'avoir adopté la doctrine de la Cour de cassation telle qu'énoncée dans un précédent pourvoi, dans la même affaire, quand un revirement est intervenu entre les deux. Alors c'est les affaires Comis Impex, Hibiscus et récemment l'arrêt Air Liquide de l'Assemblée plénière. En gros, le cas, que vous compreniez quand même, le cas c'est le suivant. Il y a un premier pourvoi en cassation, la Cour de cassation dit blanc, c'est renvoyé à la Cour d'appel, qui dit blanc. Il y a un nouveau pourvoi qui vient de dire la Cour d'appel de renvoi n'aurait pas dû dire blanc. Traditionnellement, on considérait que ces pourvois étaient recevables, les moyens étaient recevables, et la Cour de cassation, dans l'arrêt Air Liquide, à la suite des tâtonnements des arrêts Comis Impex et Hibiscus, dit à partir du moment où il y a eu un changement de norme qui est intervenu entre les deux pourvois, eh bien le pourvoi peut être recevable. Et là, à nouveau, elle constate de manière flagrante le caractère normatif de l'arrêt de revirement intervenu dans une autre affaire, entre-temps. Et cet arrêt intervenu dans une autre affaire a un effet immédiat dans l'affaire dont elle est saisie. Il rend recevable un pourvoi qui normalement ne le serait pas. Donc là, pour le coup, on a vraiment aussi un arrêt de règlement pur, un arrêt qui produit ses effets au-delà de l'affaire dont elle était saisie. Alors j'avais aussi noté les obiter dictum et le rapport de la Cour de cassation 2030 qui vise à régulariser, à officialiser les obiter dicta, si on parle correctement. Et évidemment, vous pouvez évoquer aussi la nouvelle motivation enrichie. Je termine très rapidement. Alors le grand 2B, c'est généralement la partie pauvre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on ne fait pas prévaloir l'article 5 sur l'article 4 ? Je ne suis pas convaincu qu'on puisse vraiment faire quelque chose. À mon sens, on est obligé de tordre un peu l'un des deux articles. Alors, une manière de faire, la manière de faire traditionnelle, la manière de faire très traditionnelle, ce serait de restaurer le référé législatif, ce qui a été proposé dans au moins une thèse récente. Vous auriez pu vous interroger sur les mérites de ce projet. C'est intéressant, mais pour des raisons assez évidentes, peu réalistes. Donc, je ne m'étends pas. L'autre idée, c'est à travers l'article 1351 devenu 1355 du Code civil, c'est-à-dire l'idée de relativité de la chose jugée, essayer de faire un sacrifice équilibré, un sacrifice limité de l'article 5, c'est-à-dire dire, au fond, ce qu'on disait avant, au fond, la Cour de cassation peut, et les juges de manière générale peuvent énoncer des dispositions générales, mais ces dispositions générales n'ont de portée qu'à l'intérieur de l'affaire dans laquelle elles ont été adoptées. Donc les arrêts de principe, oui, parce qu'ils sont utiles, parce qu'ils permettent aux justiciables de connaître la norme. Les arrêts de règlement, non. Et vous auriez pu alors rapidement tirer les conséquences d'un retour à ce qui me semble, à moi, mais pas forcément à tout le monde, ce qui me semble être davantage d'orthodoxie. Donc vous auriez pu lister les conséquences de ce retour à l'orthodoxie sur les différentes conséquences que vous aviez évoquées avant, la question de la vie, la question du double pourvoi avec un virement entre-temps, etc., la question de la rétroactivité, de la jurisprudence, etc. Et voilà, je m'arrête ici.